Les récits de guerre ne manquent pas de part et d'autre des forces en présence durant la Seconde Guerre mondiale. Récits héroïques, individuels ou collectifs, grandes batailles, horreurs perpétrées au nom d'une idéologie mortifère ou de la liberté, chroniques de vie ordinaire sous les différentes occupations en Europe ou en Asie, et parfois histoires d'amour qui finissent plus ou moins bien selon la couleur du maillot de l'être aimé. Le récit que je vais vous faire aujourd'hui est à la croisée de tout cela. Il risque de réveiller beaucoup des images clichés que vous pourriez avoir dans la tête à propos de la guerre dans le Pacifique et de les balayer définitivement. Cette idée de contrôle parfait de la situation de la part de l'Empire du Japon sur ses colonies et ce fantasme d'une victoire réglée au cordeau par MacArthur et ses troupes, vous le savez si vous me lisez depuis quelques années, relève plus de la propagande que de la réalité et je me répète, la fin du second conflit mondial fut un chaos total, que ce soit sur le territoire japonais certes, mais aussi dans les anciens territoires du Pacifique. Mais au-delà de ces considérations historiques, l'histoire que je vais vous conter est une aventure humaine dans tout ce qu'elle peut avoir de tragique. Une expérience sociale poussée à l'extrême dont se détachent très vite les penchants les plus vils de l'être. Cette affaire qui éclata au grand jour au début des années 50 au Japon et que l'on nomma Fièvre sur Anatahan, où l'île de la Reine des Abeilles fit grand bruit et alimenta l'imaginaire de chacun pendant des mois, au point de donner un roman, un spectacle musical, puis un film qui surfèrent tous sur cette vague, puis de tomber dans l'oubli. Oubliant l'histoire d'amour improbable et le parti pris romantique du roman, la parabole bancale du film de von Sternberg sur le retour à la nature et la toxicité féminine, j'ai essayé de replonger aux sources de cette affaire telles qu'on les trouve dans les articles japonais et américains de 1951 et des récits croisés, des rescapés qui, c'est le moins que l'on puisse dire, varient beaucoup selon leur degré d'implication supposé dans les horreurs qui eurent lieu sur l'île de Anatahan de 1945 à 1950. Laissez-moi vous raconter l'histoire des meurtres de Anatahan et de Higa Kazuko, celle que l'on surnomma plus tard la Reine des Abeilles. En 1943, l'Empire japonais n'avait jamais été aussi vaste. Du Manchukuo aux Indes orientales et du Tonkin aux Philippines, le Kyokujitsuki, ce drapeau blanc à soleil rouge d'Ardon, flottait sur une grande partie du Pacifique et les possessions japonaises s'étalaient jusqu'aux archipels les plus éloignés du sud de l'océan. Contrairement à ce qui a pu être dit après le conflit, nombre de ces possessions n'étaient que des îlots dépeuplés qui devaient servir de base avancée à des groupes militaires de surveillance ou servir à installer des pièces d'artillerie pour cadenasser l'accès à l'Empire. Dans nombre de cas de débarquement japonais sur ces îles, il n'y eut pas de résistance, soit parce que l'endroit était désert, soit parce que les autochtones, peu ou pas conscients d'appartenir à un pays particulier, se moquaient pas mal de savoir qui était leur nouveau maître. Sur ces îles volcaniques, les troupes de l'Empire trouvèrent de la nourriture à foison, des sols riches et des étendues incultes qui furent vite rentabilisées par le gouvernement Showa et contribuèrent à l'expansion et au bien-être des troupes. Parmi les populations civiles déjà à l'étroit dans les villes grandissantes, beaucoup postulèrent pour un poste de fonctionnariat sous les tropiques, et cela tombait bien des îles tropicales, l'empereur en avait maintenant tout le tour du ventre. Alors très vite, avant même le début de la guerre, les militaires demandaient une affectation sous les palmiers, emmenant leur famille ou s'en faisant une sur place, et les civils leur emboîtaient le pas, rêvant d'une vie nouvelle et d'aventures exotiques. Beaucoup de fermiers, un peu à l'étroit dans leurs petites propriétés, tentèrent l'aventure tonkinoise ou philippine, et il faut bien l'avouer, un certain nombre de filous et de repris de justice profitèrent de l'occasion pour se refaire une santé et une nouvelle jeunesse. La relative désorganisation administrative des colonies du Pacifique et les récits que l'on peut en lire ne sont pas sans évoquer une espèce de voyage au bout de la nuit en Asie. De cette engeance qui s'arrangeait avec la loi depuis quelques années, on en trouvait un certain nombre à Okinawa, territoire encore compliqué à mettre sous coupe réglée eu égard à son passé rebelle. C'était le cas des Higa, un jeune couple qui vendait sa force de travail dans les fermes et exploitations de la région et se payait en nature à la nuit tombée, arrondissant un peu les fins de mois. Si une certaine proximité avec les familles yakuza locales leur permettait d'écouler ainsi le fruit de leur rapine, elle ne les exemptait pas de problèmes avec la police impériale qui les avait déjà arrêtés à plusieurs reprises et mis en garde contre une peine de prison exemplaire ou un enrôlement de force dans les forces armées pour monsieur. C'est justement ce qui trottait dans la tête des deux apprentis escrocs depuis un moment.
Bien que peu lettré, il suivait la grande aventure de l'empereur Showa et son expansion dans tout le Pacifique. Les récits des colons venus s'installer et tout construire dans ces Eldorado les fascinaient, et il savait qu'il allait falloir déguerpir au plus vite s'il ne voulait pas avoir de vrais problèmes. C'est justement un de leurs contacts dans cette armée parallèle qu'étaient les Yakuza de l'époque qui leur permit d'obtenir leur sauf-conduit. Le ministère des Armées pouvait, dans certains cas, délivrer des exemptions de services actifs et transmettre des dossiers au ministère des colonies, toujours en quête de forces vives pour peupler les nouveaux territoires. Ces travailleurs, des fermiers pour la plupart, devenaient ainsi une espèce de troupe civile qui servait le grand projet et contribuait à l'effort national sans avoir à porter les armes. Il semblerait que ces dérogations puissent sauter en cas de guerre totale, mais les documents officiels restent flous sur ce sujet. Toujours est-il que Kazuko et Kikuichiro purent se dégoter l'une de ces licences et obtinrent un rendez-vous avec un responsable de Nanyo Kohatsu, une gigantesque entreprise agroalimentaire qui installait ses usines et ses plantations dans tout le Pacifique, et recrutait à tour de bras profitant du programme de peuplement du gouvernement. L'affectation était certes très aléatoire, et vous pouviez vous retrouver dans une usine de conditionnement de poissons ou de sucre à Saipan comme dans une bananeraie sur une île paradisiaque des Philippines. Et sur ce coup-là, le vieil adage qui veut qu'il n'y ait de veine que pour la canaille s'avéra plus que vrai. En février 1944, les Higa reçurent leur mandat d'exploitation agricole et embarquèrent pour Saipan, l'une des îles conquises du chapelet des Mariannes, au sud de la tristement célèbre île de Iwo Jima et au nord de Guam. Ils débarquèrent à Garapan, la plus grande ville japonaise de la région, et y passèrent quelques jours, le temps pour eux de se rendre au bureau de la compagnie pour y récupérer les titres et les plans nécessaires à leur exploitation. Leur destination finale se nommait Anatahan, un petit îlot volcanique inhabité et luxuriant qu'ils auraient pour eux tout seuls et sur lequel ils devraient cultiver le cocotier pour en exploiter le copra et alimenter les usines du groupe Nanyo Kohatsu. Ils prirent place sur un petit bateau, celui-là même qui devait les ravitailler une fois par mois et récupérer les récoltes, et larguèrent les amarres pour ce qui devait être leur coin de paradis tropical. Arrivés sur place, ils découvrirent les infrastructures que la firme avait mises en place et on était loin des mégastructures industrielles de Saipan récemment construites. Une petite maison de bois au sol de tresse de palme, un lit en planche et quelques bidons et gamelles en aluminium constituaient le trousseau du jeune couple, et en explorant un peu le domaine, une cabane avec quelques outils, des séchoirs à copra et 2 brouettes pour toute installation. Ils débarquèrent leurs effets personnels et prirent place dans leur nouveau palace. C'était le premier jour de leur nouvelle vie. Comme à l'accoutumée, c'est Kazuko qui prit les rênes et imposa le rythme de cette micro-communauté humaine, soucieuse qu'elle avait toujours été de contrôler son entourage. Tout juste âgée de 24 ans, cette jeune femme de Okinawa n'était pas ce que l'on pouvait appeler une beauté. Petite et un peu replète, des traits de visage assez masculins, elle avait pourtant toujours plu aux hommes et avait appris à utiliser cet atout et à le tourner à son avantage. À 16 ans, elle avait appris l'art de la séduction avec sa tante qui faisait commerce de ses charmes et tenait un établissement de nuit très prisé par les marins. Dès lors, elle avait réuni une petite cour d'hommes prêts à tout pour obtenir ses faveurs et en jouer régulièrement et avec talent pour se procurer tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Kikuichiro, son mari, lui, était un brave type de ceux qui donneraient leur vie pour celle qu'ils aiment, et Kazuko l'avait bien compris. Homme discret et travailleur, il avait déjà 40 ans lorsqu'il l'épousa et elle venait juste de fêter ses 21 ans. Il quitta tout pour elle et à sa demande se lança dans des activités de moins en moins légales, à contre-cœur et pour plaire à sa belle. Lorsque la police commença à resserrer les mailles du filet autour d'eux, c'est elle qui eut l'idée de partir dans les colonies pour se mettre au vert. Alors oui, celle qui pourtant revêtait ses plus beaux kimonos et se maquillait chaque jour comme pour aller voir un prince, portait bien la culotte sur cet îlot volcanique du bout du monde, dont il constituait la seule population humaine. Pendant que le mari s'occupait des plantations de coco, pêchait et cultivait un potager grâce aux plants apportés par le ravitaillement, Madame enjolivait la cahute. Elle ramassait chaque jour des coquillages sur les plages pour en faire des rideaux et des guirlandes, en choisissait 2 plus gros pour faire de la vaisselle et des vases, et tressait des lianes rouges pour en habiller les piliers et poutres de bois.
Elle avait fait construire une baignoire à son mari et le grand baquet qui devait contenir les noix de coco fraîches destinées à être coupées avait été renforcé avec une plaque en cuivre posée sur une base et chauffée par un petit foyer en dessous était devenu le rendez-vous quotidien de la belle. Fort heureusement, grâce aux pluies quotidiennes, l'eau douce n'était pas un problème sur l'île. Bricoleur, Kikoichiro avait aussi improvisé un petit atelier de brassage et grâce aux fruits de certains palmiers et au copra, brassait un alcool à 15 degrés tout à fait correct qui égayait un peu leur longue soirée. Ce petit train-train n'était peut-être pas la grande aventure coloniale dont ils avaient rêvé, mais tout du moins, il leur apportait un peu de stabilité dans ce monde en guerre. Et la guerre justement battait son plein et commençait à se faire entendre jusque sur leur petit volcan flottant. Des avions survolaient presque quotidiennement en Ataran et à plusieurs reprises, de redoutables combats entre pilotes japonais et américains s'étaient soldés par un grand bruit de moteur, un panache de fumée et un gros plouf. En juin, les Américains, voyant une activité humaine sur l'île, avaient même fait un raid et mitraillé la maison et les plantations avant d'y larguer une petite bombe qui, heureusement, avait fait plus de peur que de mal en explosant sur la plage. Les Higa ne le savaient pas, mais les taux alliés se resserraient et bientôt, à la fin de l'année 1944, le petit bateau qui les ravitaillait, de moins en moins souvent certes, mais tout de même, ne vint plus. La dernière livraison de conserves et de tabac allait devoir leur durer jusqu'à... ça justement, ils ne le savaient pas. Kazuko avait commandé 2 nouveaux kimonos et des peignes en écailles de tortue, mais craignait bien de devoir attendre longtemps avant d'en voir la couleur. En novembre 1944, un premier événement devait venir troubler cette quiétude fragile. Alors que le ciel était calme depuis quelques jours, les Higa entendirent un beau matin de violentes explosions qui semblaient se rapprocher. Grâce aux jumelles offertes par la Nanyo Kohatsu, Kikoichiro aperçut un mouilleur de mine de classe Kamishima battant pavillon japonais et approchant difficilement de l'île sous le feu nourri de l'aviation américaine. Après une heure de bombardements intenses, le navire de guerre léger et peu armé pour se défendre commença à sombrer, avant d'être définitivement coupé en deux par un largage yankee bien placé. En quelques secondes, le bateau disparut sous les eaux du Pacifique, le couple retourna à ses occupations en espérant que peut-être les flots leur ramèneraient quelques denrées manufacturées pour améliorer l'ordinaire et effectivement, l'océan leur livra bien une cargaison. Quelques heures après le déluge de feu, Kikoichiro entendit du bruit dans la petite crique par laquelle ils allaient pêcher. N'ayant pas de vue directe depuis la maison, il prit le chemin de la petite plage protégée et tomba nez à nez avec 3 visiteurs, les premiers depuis bien longtemps. Leurs uniformes les rassura de suite, c'étaient bien des compatriotes. Devant lui, un canot de sauvetage éventré définitivement hors d'état et 3 soldats de l'armée impériale japonaise. Un gunso, l'équivalent d'un sergent, et 2 nyohei, des soldats de seconde classe. Visiblement pris de court, ils étaient en pantalons et chaussures de combat, mais en débardeur pour l'un, en chemise pour l'autre, et seul le sous-officier semblait avoir eu le temps d'enfiler sa vareuse et de chausser sa casquette. Les 2 soldats semblaient couver une caisse en bois frappée aux couleurs de l'Empire et sauvés au péril de leur vie. Le sous-officier salua Higa et se présenta, Maeda Kaito, mitrailleur réaffecté dans une unité de protection des troupes retranchées, et ses 2 acolytes, tous 2 Yanto Suhei, soit matelots de seconde classe dans la marine impériale, Fujita Genke et Ikeda Kentaro. Il expliqua avoir été affecté sur Anatahan pour y installer une unité anti-aérienne avancée, mais ne pas avoir été informé d'une présence civile sur l'île qu'il pensait déserte. Et pour l'heure, le bataillon en entier ou presque avait été envoyé par le fond avec les canons et seul Maeda et ses 2 mousses se présentaient pour constituer le dernier rempart à la barbarie yankee. Enfin, eux et le contenu de leur mystérieuse caisse. Higa les aida à la transporter jusqu'au plateau surélevé où ils avaient leur demeure et n'y tenant plus lui en demanda le contenu. Le sous-officier retira le couvercle et laissa apparaître une mitrailleuse Arisaka type 92 de calibre 7,7 par 58 des usines d'armement Hitachi. Le poids de l'engin rendait encore plus miraculeux le fait qu'ils aient pu arriver jusqu'aux berges de l'îlot. Avec l'arme, une bande d'une 30aine de cartouches tout au plus, une boîte de graisse à armes et 2 drapeaux japonais pliés selon le règlement.
Sans plus attendre, Higa conduisit les 3 hommes vers le promontoire le plus haut de l'île avec une vue dégagée sur le nord, horizon probable d'arrivée des navires ennemis. Maeda y installa la harisaka et hissa l'un des drapeaux sur un mât de fortune. De retour à la maison du couple, il demanda à s'installer avec ses hommes dans la petite cabane qui servait aux outils et au stock de copra et hissa le second drapeau, comme pour marquer le rattachement de Hanatahan à l'armée des derniers jours. Kazuko, ayant compris qu'il n'était plus seul sur l'île, se préparait et s'apprêtait, revêtant son plus beau kimono et se maquillant en conséquence. Elle fut présentée aux 3 hommes qui, une fois n'est pas coutume, furent subjugués par la jeune femme. Une nouvelle routine s'installa, faite de tours de garde près de la mitrailleuse, de levées des couleurs et de repas communs souvent bien arrosés. Mais jour après jour, les relations sociales évoluaient et un drôle de manège commençait à émerger. Le sergent Maeda, gentleman, mais non moins homme, regardait avec les yeux du désir la jeune Kazuko et lui faisait une cour à peine dissimulée. Elle, consciente de son pouvoir de séduction, mais aussi de son contrôle sur cette micro-société, lui envoyait de petits signes d'acquiescement, mais faisait aussi des œillades à Fujita, le beau marin qui lui portait des coquillages et des lézards grillés. Un soir, elle enleva le grand rideau de palmes tressé qui entourait sa baignoire et se dénuda devant les militaires qui buvaient un verre, appuyant définitivement sur le bouton du désir et éteignant leur cerveau. Ikeda, l'autre marin, ne semblait pas vraiment intéressé par la chose et préférait passer son temps avec le mari pour apprendre la culture de la patate douce et le brassage de cet alcool local dont il raffolait. Après la séance de bain dénudé, Maeda se fit plus insistant et Kazuko se laissa courtiser de plus près, tout en lui refusant d'aller plus loin qu'un baiser. Les 2 vaillants cultivateurs rentrèrent et tous mangèrent et burent sans qu'aucun ne parle du bain spectacle. Un peu plus tard dans la soirée, alors que le sergent amoureux faisait une ronde, il entendit du bruit derrière un buisson et y découvrit la belle jeune femme et le jeune marin, en plein ébat. Le lendemain matin, on retrouva Fujita déchiqueté sur les rochers en bas de la falaise où était installée la mitrailleuse. Il avait fait une chute de 30 mètres, sans doute un accident dû à sa consommation d'alcool, conclut Maeda. C'est à partir de ce moment que le sous-officier décida de s'imposer et décréta qu'il prenait le commandement de l'île entière et donc de ses habitants, réquisitionnant la maison des Higa pour y faire son quartier général. Par courtoisie, il autorisa Kazuko à y demeurer mais pressa le pauvre mari d'aller s'installer avec Ikeda dans la réserve. Consciente que quelque chose allait changer, la jeune épouse fit mine de s'y opposer mais saisit l'opportunité qui lui était donnée d'étendre son domaine de contrôle. Elle jura à son mari que rien ne se passerait entre elle et le sergent. Mais aussi effacé que pouvait paraître Kikoichiro, il n'en était pas moins très amoureux de sa femme, et ce revirement de situation ne lui convenait pas du tout. Le destin fit qu'un violent typhon vint tout détruire avant que cette première nuit fatale pour l'ego de Higa n'arrive. Comme c'est souvent le cas dans cette région du monde, des vents destructeurs et des pluies diluviennes eurent raison de la modeste habitation, de la remise militarisée et de pas mal d'arbres de la plantation. Au petit matin, c'était la désolation qui régnait sur l'île et les 4 survivants avaient tout perdu. Mais comme un coup de brosse sur un tableau noir, cette nuit chaotique allait permettre d'écrire une nouvelle page de cette curieuse aventure. En sortant de leur refuge nocturne, le petit groupe aperçut une sorte d'embarcation de fortune faite de briques et de brocs, planches, bidons, sacs, à laquelle était attachée une grappe humaine dont certains semblaient s'être arrimés avec des cordes. Les 4 de l'île se hâtèrent vers la crique et aidèrent le pathétique équipage à se hisser sur le sable et les mettre en sécurité. Maeda compta 28 personnes et tous tentèrent au plus vite de les aider. 27 étaient vivants, mais l'un d'entre eux, dont la mare n'avait pas suffi, avait péri noyé. Avec l'arrivée des naufragés, la population de Hanatahan s'élevait maintenant à 31 personnes et Kazuko savait qu'il allait falloir jouer une partition de virtuose pour s'en tirer, car force était de constater que l'ensemble des nouveaux arrivants étaient des hommes. Une fois remis et restauré, le groupe se présenta et expliqua comment il en était arrivé là. Nakajima Reiji, un cadre de l'administration civile de Saipan d'une 30aine d'années, parla de la catastrophe qui se jouait dans les colonies des Mariannes, pilonnées par l'armée américaine depuis des semaines.
Des petits bateaux mal équipés et surtout pas faits pour ça, tentaient d'évacuer les Japonais des colonies vers des endroits plus sûrs ou plus isolés avec mission de privilégier des endroits comme Anatahan pour rejoindre la résistance contre l'envahisseur yankee. L'équipage qui venait de débarquer, façon radeau de la Méduse, était composé de 2 militaires des 2e classes de l'infanterie d'à peine 20 ans, de quelques pêcheurs dont les chalutiers avaient été envoyés par le fond, d'un vieil homme qui avait laissé sa défunte femme sous les décombres de leur ferme, d'ouvriers des usines Nanyo Kohatsu, et même d'un jeune comédien, Harashi Shinjiro, 25 ans, beau comme un dieu et déjà très intéressé par la maîtresse de maison. Les jours qui suivirent furent consacrés à bâtir des abris pour les nouveaux arrivants et à remonter et consolider ceux abîmés pendant le typhon. Devant cet arrivage massif de main-d'œuvre, mais aussi de concurrents dans sa course vers le cœur de la belle Kazuko, le sergent tentait de s'imposer comme le mâle dominant du troupeau et se tenait souvent auprès de la jeune femme comme si elle lui appartenait déjà. Peu belliqueux mais possessif et amoureux, Higaki Koichiro goûtait assez mal cette attitude et en parla à Kazuko, lui demandant de trouver une solution avant que les choses tournent mal. C'est ce qu'elle fit en lui demandant de rester avec les hommes arrivés sur l'île pour en organiser la défense et de la laisser vivre avec son mari, lui promettant des rendez-vous nocturnes à la moindre occasion. Maeda accepta et la garnison de fortune s'improvisa un campement dont il prit la tête, incorporant de fait les civils dans le corps militaire. Les Higa retrouvèrent leur nid d'amour reconstruit et amélioré, et l'année 45 put commencer avec une configuration très spéciale pour le monde et l'île de Anatahan. Dans une organisation très militaire, tous trouvèrent leur place dans la vie de la microsociété, le carré de patates douces s'agrandit, les plantations de cocotiers furent remises en état, et les pêcheurs mirent en place des filets et des casiers, se confectionnant aussi des harpons et plongeons pour remonter pieuvres et poissons. Kazuko, en observatrice de cette petite société, constatait que la cour effrénée que lui faisait une grande partie des hommes de l'île pouvait tourner à son avantage si elle savait ménager la chèvre et le chou. Elle faisait tout pour ne jamais acquiescer aux demandes des uns et des autres devant le groupe, mais de se ménager de petites promenades durant lesquelles elle faisait en sorte de croiser celui qui lui avait fait des avances plus ou moins discrètes. Mais ces petites rencontres se payaient de beaux coquillages, des crabes, un poisson fin, un objet précieux sauvé par le Robinson. Son attention avait un prix. Jour après jour, la jeune femme accumulait les cadeaux et les entassait dans sa maisonnette, au grand agacement de son mari qui voyait bien le manège autour de sa femme. Le sergent Maeda, agacé lui aussi que celle qu'il convoitait tant se fasse courtiser par tous ces blancs-becs, commençait à perdre patience, et une première bagarre éclata durant laquelle le militaire blessa gravement l'un des jeunes hommes qui venait d'offrir un collier de fleurs à Kazuko. Il l'avait vu monter vers la maison avec le présent et l'avait interrogé sur ses motivations, ce à quoi le jeune marin l'avait envoyé paître, ce qui avait considérablement agacé le sous-officier. Sortant son couteau de son fourreau, il avait marqué le jeune prétendant au visage et au bras pendant le combat de coq, mais avait reçu un vigoureux coup de poing au visage en retour qui avait blessé son orgueil plus que son corps. Il n'attendit pas longtemps et le soir même, armé du même couteau, la mitrailleuse n'étant pas très maniable pour l'assassinat discret, il se glissa dans la casemate du jeune marin et lui trancha la gorge sans autre forme de procès. Il tira son corps jusqu'aux falaises et l'y précipita. C'est le vieil homme qui cherchait des coquillages sur les rochers qui le trouva au petit matin et alerta la communauté. Maeda raconta l'avoir vu voler de l'alcool dans les réserves et marcher en titubant près des falaises à la nuit tombée et d'après lui, c'était sûrement un nouvel accident. Le vieil homme se confiera à l'un des survivants de cet enfer et lui parlera de cette large blessure à la gorge qu'il avait remarquée, mais dont il n'avait pas parlé pour ne pas avoir d'ennui. La petite troupe avait perdu un nouveau membre, mais avait gagné un chef renforcé dans sa détermination. Chaque jour, il allait prendre son quart devant la mitrailleuse et scruter le ciel, mais à part un petit avion de reconnaissance de temps à autre, les forteresses volantes tardaient à venir. Il avait initié ses hommes à la garde et à la vigilance militaire et en avait nommé certains réservistes, les chargeant de lever les couleurs à tour de rôle et les galvanisant à grand renfort de discours nationalistes et belliqueux. Kazuko, elle, appréciait plutôt la prestance de ce chef de guerre et commençait à voir son pacifique époux comme un fardeau. Maeda et elle consommèrent leur idylle secrète au printemps 1945. Chaque soir, ils se retrouvaient en cachette dans un coin isolé de l'île au pied du volcan Met, et une fois leur petite affaire terminée, pensaient aux moyens d'officialiser leur histoire.
Cet homme d'honneur, le sergent, se proposa de trucider Higa pendant son sommeil, mais Kazuko refusa tout net. Elle lui laissa tout loisir d'accomplir sa tâche comme il le voulait, mais en dehors de son domicile et, si possible, discrètement. Quelques jours plus tard, on retrouva le malheureux Kikoichiro allongé sous un cocotier, la poitrine et le cou lardés de coups de couteau et le crâne fracassé. Maeda et Kazuko racontèrent une histoire de rôdeurs autochtones qu'ils apercevaient la nuit et qui devaient se cacher dans le cratère du volcan, et ils inhumèrent le malheureux dans la crique, laissant aux poissons le soin de s'occuper de sa dépouille. Même si tous firent mine de gober cette histoire un peu indigeste, ils n'en pensaient pas moins. Le vieil homme installa un hôtel Shinto pour honorer les morts et se mit à regarder Maeda avec méfiance. Ce dernier, lui, ne tarda pas à s'installer avec sa belle et la déclarer son épouse légitime. Harashi, le jeune comédien avec qui Kazuko échangea beaucoup de coups d'œil avant des baisers pour enfin rentrer dans le vif du sujet, voyait bien sûr ce crétin de sergent comme un rival, mais aussi comme un rabat-joie. D'ailleurs, la jeune mariée commençait à se plaindre des manières de son nouveau légitime. Il prendrait son mal en patience, mais il l'avait promis à sa douce. Il la débarrasserait de ce butor mal embouché, alors. Une fois de plus, un triangle amoureux dont personne n'était dupe se mit en place et donna des idées aux autres hommes de la petite communauté. En juillet 1945, l'un des jeunes soldats qui servait à la base de surveillance commençait à recevoir les visites régulières de Kazuko qui avait remarqué que le jeune homme portait une magnifique bague en or et une chaîne du même métal au bout de laquelle une croix d'argent pendait. Originaire de Nagasaki, le jeune bidasse était catholique et il comptait fleurette à la belle tout en lui parlant de son Dieu de miséricorde qui n'aimait pas les injustices. C'est là qu'elle lui parla de son nouveau mari, violent et vulgaire, qui la traitait si mal et la rendait si malheureuse. Au prix de quelques baisers et d'une promesse de juste noces très chrétienne, elle décida le jeune Vaillant à convoquer son sous-officier de mari sur le pré. C'est ce que le jeune coq fit, invoquant un affront public qui devait se laver dans le sang. Le combat fut l'occasion d'une grande fête, enfin, d'une immense beuverie plutôt. La recette de l'alcool local n'avait pas été perdue et il en sortait des centaines de litres chaque mois, échauffant un peu plus les esprits et les corps. Le soir du duel tant attendu, on tua un cochon sauvage que l'on passa à la broche et Maeda retira sa vareuse et sa casquette, se battant pour son honneur d'homme et plus comme militaire. Les deux échangèrent coups de poings et étranglements désordonnés au milieu des hurrahs du public fin soûl et, sentant ses forces de quadragénaire l'abandonner face à la fougue du jeune homme, il sortit son couteau de sa botte et le lui planta dans la carotide. Le combat était terminé. La soirée se termina en fêtant la victoire du chef. Kazuko, elle, qui n'espérait pas ce genre de dénouement, prit la bague et la chaîne du perdant avant qu'on ne le conduise lui aussi à sa dernière demeure. L'été arriva et avec lui la défaite de l'Empire du Japon sans que nos naufragés n'en sachent rien. Mi-août, des navires japonais passèrent avec de gros haut-parleurs qui passaient en boucle le discours de reddition de l'empereur, mais les hommes de Hanatahan n'en crurent rien et Maeda leur expliqua que c'était sûrement une ruse des Yankees. Alors à chaque passage de bateau, tous se cachaient et éteignaient les feux. Puis les bateaux cessèrent de passer. Quelques semaines plus tard, c'est un bombardier qui sillonna le ciel au-dessus de l'île et largua des prospectus expliquant que le Japon avait perdu et que tous les militaires étaient démobilisés et pouvaient rentrer dans leur famille. Mais là encore, le sergent et sa compagne les mirent en garde contre la propagande et brûlèrent les petits papiers. Ils resteraient là pour défendre ce point stratégique jusqu'à ce qu'un officier supérieur vienne leur dire en personne de cesser le combat. Pour Kazuko, qui craignait quelques ennuis si elle rentrait au pays, rien ne pressait et sa vie actuelle ne lui déplaisait pas. Certes, ses kimonos avaient rendu l'âme les uns après les autres, et elle devait se vêtir avec les moyens du bord, le confort était sommaire, mais elle était traitée comme une reine, et savait qu'elle recevrait toujours la meilleure nourriture, si peu qu'elle fasse espérer quelque chose à l'un de ces freluquets de l'île. À l'été 1946, un croiseur battant double pavillon passa à nouveau au large de l'île et l'un des naufragés se pressa sur la plage pour lui faire de grands gestes. L'homme était marié et père de famille et voulait rentrer chez lui, las de cette aventure sans lendemain et très sceptique quant au discours du couple impérial local. Mais l'un des pêcheurs le vit et en informa Maeda immédiatement. Ce solide gaillard des mers, barbu et musculeux, se nommait Senda Kiyoshi,
et vous le verrez, nous ne tarderons pas à en reparler. Ivre de colère et d'alcool de palme, le sous-off fit immédiatement arrêter l'individu et tous se cachèrent pour échapper à la vigie du croiseur qui, après avoir mouillé une petite heure, repartit sans envoyer de chaloupe. L'imprudent fut questionné et accusa le chef autoproclamé de l'île de leur mentir et sa femme de les manipuler tous. Voyant que certains hommes semblaient troublés par ce discours, Maeda improvisa une cour martiale avec les quelques soldats qui restaient et traduisit le malheureux devant elle, le condamnant à mort, à l'unanimité. Il fut conduit au point de surveillance où était installée la mitrailleuse et placé contre un arbre. C'est le mitrailleur impérial qui fit feu, envoyant 3 cartouches à travers le corps du contrevenant. Il fut lui aussi confié à l'océan et la princesse récupéra sa ceinture à boucles de cuivre sur réquisition de son homme. Loin des intrigues de Hanatahan, le monde se remettait doucement des années de chaos qu'il venait de traverser et de nouveaux gouvernements d'occupation se mettaient en place dans les pays de l'Axe. Au Japon, le général MacArthur ménageait les susceptibilités de tous et supervisait le maintien de l'empereur sur le trône du chrysanthème tout en tentant d'épurer l'administration de façon plus douce qu'en Europe. Quant aux frontières, elles se dessinaient tout doucement, et les anciens pays annexés par le Japon retrouvaient leur indépendance ou étaient placés sous la tutelle de l'un des gagnants du conflit, changeant juste de maître. L'Indochine rendue à la France plongeait peu à peu dans la guerre civile, la Corée connaissait ses premiers troubles et la jeune ONU tentait autant que faire se puisse de retrouver les traités d'avant-guerre pour rendre leur territoire aux différents pays. Mais les États-Unis entendaient bien récupérer un maximum d'espace et ouvrir grand leur territoire sur le Pacifique et revendiquer le chapelet des Mariannes, de Guam à Iwo Jima, refusant aux autochtones l'indépendance qu'ils demandaient. Les Nations Unies étaient donc en train de plancher sur ce problème de droit international et notre bel îlot volcanique se retrouvait donc, pour un temps, hors de tout contrôle officiel et donc encore plus coupé du monde. Maeda tenait dorénavant la petite communauté sous coupe réglée et commençait à vouloir instaurer un peu plus de discipline militaire. Malgré les vêtements qui s'usaient et partaient même en lambeaux pour certains, il exigeait que tous se tiennent propres et faisait repriser chemises et pantalons par Kazuko qui ne goûtait que peu aux tâches ménagères. Par précaution, il avait fait confisquer les couteaux que 5 des naufragés portaient en arrivant. Depuis l'exécution capitale, le chef avait un peu peur d'une rébellion et d'une fin tragique, alors pour se faire obéir et respecter, il avait conditionné 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années, plus influençables que les autres et assez costauds. Eguchi Genkei était mécanicien et partait rejoindre une unité combattante à Okinawa avant d'être mobilisé pour la mission naufrage, et Ota Kento, un peu plus âgé, avait été boucher puis ouvrier d'armement avant d'être envoyé par le fond. Le sergent ne se déplaçait plus sans eux et leur avait remis les couteaux pris aux autres ainsi qu'un long bâton comme ceux que portaient les policiers. Certes, la paix régnait sur l'île, mais quelques décisions faisaient grincer des molaires, comme celle, par exemple, d'interdire l'alcool. Enfin, pas pour tout le monde, le sous-officier avait fait charger discrètement les dernières bouteilles d'alcool local dans sa maison et, pour l'exemple, on avait vidé 2 ou 3 sur le sol, promettant le bâton à celui qui en boirait encore et la mort à celui qui voudrait embrasser. Il demanda au marin Sanda d'aller briser le matériel de brassage, mais celui-ci n'en fit rien. Kazuko, elle, ne s'amusait plus. Maeda la retenait presque prisonnière et elle voyait bien que son influence sur la communauté baissait de jour en jour. Son influence, peut-être, mais pas l'effet qu'elle faisait aux hommes de l'île lorsqu'elle se montrait dans le plus simple appareil, dans son bain ou sur la plage. Alors, profitant des rondes de son militaire de nouveau mari, elle s'était arrangée de petites balades dans la crique, non loin de l'endroit où œuvraient les pêcheurs. Elle avait repéré Sanda, le grand marin barbu et costaud, et voyait bien qu'il la regardait avec un air différent des autres. Alors dès qu'il était là, elle venait prendre un bain de mer, nu le plus près possible de l'endroit où il relevait ses filets. Jour après jour, ils se rapprochèrent et consommèrent la passion qui les dévorait en se cachant du reste du monde. Certes, leur monde était bien petit, mais il y avait des yeux à éviter.
Senda, amoureux et déterminé par nature, pensait déjà au coup d'après, stratégiquement je veux dire, et pensait au meilleur moyen de se débarrasser du chef et de ses 2 chiens de garde pour se rapprocher de sa belle, mais aussi pour rigoler un peu. C'est un nouveau coup de chance qui fit basculer la vie de toute l'île à l'automne 1946. Après qu'il patrouillait dans la forêt haute, dans le cratère du volcan Met, Senda, 4 hommes et Kazuko, qui avaient eu l'autorisation d'y aller pour trouver des herbes médicinales, firent une trouvaille extraordinaire. Chassant le cochon sauvage et les oiseaux, ils aperçurent une grosse masse dans les arbres et reconnurent vite la silhouette d'un avion. C'était un B-29 américain sans doute abattu par l'aviation japonaise au début de la guerre et tombé là dans l'indifférence générale. La nature reprenait ses droits et la carcasse était envahie de lianes et de mousse, mais les hommes se hissèrent à son bord. Quelques vêtements encore portables ou même des conserves ou des outils seraient les bienvenus. Kazuko trouva un parachute de soie qu'elle s'alloua immédiatement pour s'y tailler des robes. Un des compagnons de chasse trouva une petite trousse à outils presque garnie et Senda, le squelette d'un homme qui n'avait pas eu le temps de sauter et était toujours sanglé à son siège. Mais ce squelette avait quelque chose de très intéressant à la ceinture, un revolver Smith & Wesson M1917 calibre 45 et un ceinturon garni de cartouches. Il s'en saisit et comprit bien l'usage qu'il pourrait en avoir une fois rentré au campement. En fouillant les malles et recoins de l'épave, il en trouva un second avec sa ceinture de munitions et 2 boîtes de cartouches, presque pleines. L'un des petits coffres qu'il fouilla lui permit même de trouver une bague sans doute oubliée ou cachée par un soldat qui comptait demander sa belle en mariage une fois le bazar terminé. Senda l'offrit à Kazuko et lui demanda de devenir sa femme. Les yeux pleins d'étoiles, elle accepta et, désignant le revolver à sa ceinture, lui demanda de la libérer de ses engagements. La petite troupe d'explorateurs rentra au campement et se garda bien de parler de la découverte faite dans l'avion, se contentant de montrer les outils et les pièces de tissu découpées dont ce qui pouvait être sauvé. Le lendemain matin, Senda et 6 de ses acolytes se présentèrent devant la maison et hélèrent le sous-officier qui sortit, l'air étonné de se faire interpeller de façon aussi triviale. Le grand marin se tenait là, l'arme au poing et l'air déterminé. Derrière lui, ces hommes, une bouteille d'alcool à la main et un bâton épointé dans l'autre, semblaient vouloir, eux aussi, en découdre avec le tyran. Senda hurla à Maeda que la dictature était terminée sur l'île et qu'il devait quitter la maisonnée Higa pour être jugé pour ses crimes par un tribunal populaire et improvisé. En entendant ce remue-ménage, Egoti et Ota, les 2 chiens de garde du sergent, pointèrent leur museau, couteau à la main et air décidé. Senda, les voyant débouler en sa direction, pointa son arme sur Egoti, le mécano, et lui tira une balle en plein ventre. L'homme s'écroula en hurlant de douleur et lâcha son couteau. L'un des hommes de Senda sauta sur l'arme blanche et s'en saisit, la plantant dans le cou du soldat agonisant. Voyant cela, Maeda ordonna à Ota, son dernier garde encore vivant, de les attaquer et de le défendre immédiatement. Un peu hésitant, l'ancien boucher menaça Senda de sa baïonnette et essaya de le raisonner. Ce dernier lui proposa de rejoindre ses rangs et de laisser tomber le vieux sous-officier tyrannique qui abusait de son autorité, mais trop habitué à recevoir des ordres ou embrigadé par Maeda, il leva la main brandissant sa lame et tenta d'en frapper Senda, qui répliqua immédiatement en lui logeant une balle de 45 en pleine tête. Le sergent resta figé, stupéfait par ce qui venait de se passer. On lui ordonna de lever les mains en l'air et il fut conduit dans une cage qui servait d'ordinaire à enfermer les cochons sauvages capturés pour les repas. Kazuko avait assisté à la scène avec le sourire une fois de plus. Tout se passait comme prévu et c'était bien elle qui tirait les ficelles dans la petite communauté insulaire. Les 2 corps furent jetés à la mer et les hommes burent beaucoup pour fêter cette libération et le début de ce qui ressemblait encore à une nouvelle ère sur Anatahan. Les amants officialisèrent leur union et s'installèrent ensemble et le procès de Maeda fut fixé au lendemain. Après de longues discussions, il s'avéra que certains hommes, de ceux que l'on n'entendait pas souvent, étaient favorables au sergent et au maintien d'un certain ordre militaire sur l'île.
Ils parlèrent beaucoup de la guerre, qu'ils pensaient tous ne pas être terminée, et émirent l'idée d'une communauté militaire indépendante. Senda et le vieil homme qui présidait ce tribunal demandèrent son avis à Kazuko. La reine des abeilles pensait qu'il fallait épargner Maeda pour ne pas poursuivre le massacre et proposa de le bannir. L'île n'était certes pas très grande, mais elle faisait tout de même 9 km de long sur presque 4 de large, ce qui permettait de fixer une frontière à ne pas dépasser tout en laissant aux autres un minimum d'espace. 5 hommes demandèrent à rejoindre la nouvelle colonie militaire du nord de l'île et il fut décidé que cette petite troupe s'installerait près du promontoire qui servait de vigie et où la mitrailleuse avait été installée. Les hommes de Maeda seraient autorisés à visiter le camp de temps en temps pour donner des nouvelles, des observations stratégiques, mais toute incursion de Maeda au-delà de la limite fixée entraînerait une exécution immédiate. De la même façon, si le sous-officier cherchait par un moyen ou un autre à reprendre le pouvoir, il serait descendu sans autre forme de procès. Les deux groupes se séparèrent et une nouvelle ère commença. Une nouvelle exploration de la carcasse du B-29 avait permis de trouver 2 autres parachutes avec lesquels Kazuko avait confectionné des chemises et des shorts à sa petite cour, et ils avaient même trouvé un shamisen, cet instrument japonais à 3 cordes qu'un des soldats américains avait dû ramasser en souvenir de l'une de ses campagnes. Noguchi Ayumu, l'un des compagnons de la petite troupe de Kazuko, et lui aussi fou amoureux d'elle, ont joué fort bien et comme le brassage de palme et de copra avait repris plus que jamais, l'année 1947 fut celle de la fête, de la musique et des beuveries. Senda était aux ordres de sa princesse qui réglait la vie de son côté de l'île, imposant à tous de s'amuser et surtout de lui rendre hommage. En quelques mois, elle avait acquis un véritable statut de reine et régnait sur ses sujets. Quelques petits tours faciles qu'elle avait appris avec sa tante dans les bordels d'Okinawa pour mieux plumer le pigeon lui permettaient de faire croire à quelques talents de divination, du mentalisme avant l'heure, et tous la voyaient comme une espèce de demi-déesse marine. Elle prenait amant comme bon lui semblait et Senda s'était fort bien accommodé de cet état de fait, bénéficiant lui aussi du fruit de la chasse ou de la pêche des prétendants au bras de madame qui ne couchait pas bénévolement. De son côté, Maeda regardait l'horizon, levait les couleurs chaque matin et croyait toujours en la victoire à venir du Japon. Il réprimandait ces hommes qui avaient eu le tort de ramasser une bouteille d'alcool du village ou avaient oublié de saluer le drapeau et maudissait maintenant la petite reine et sa cour décadente qui faisait honte au Japon éternel. Le temps passant, la vie sur l'île d'Anatahan ressemblait à une fête sans fin. La reine des abeilles prenait amant lorsque bon lui semblait et son pileux compagnon, peu regardant sur la fidélité de sa princesse, collectait les biens nécessaires à une nuit d'extase avec la belle. Au début de l'année 1948, 2 jeunes gens émoustillés par les charmes de la belle et qui espéraient bien passer une folle nuit à ses côtés se retrouvèrent en compétition ayant chacun quelque chose de valeur équivalente à lui offrir et des charmes en tous points équivalents. Alors la souveraine insulaire eut une idée pour les départager et mettre un peu de piment dans cette routine festive. Pourquoi ne pas organiser un combat entre les prétendants, le plus fort remporterait ses faveurs. Le soir même, les 2 coqs, le cœur plein d'amour et le ventre plein d'alcool, se retrouvèrent sur la petite place qui faisait face à la maison et s'installèrent dans un cercle que l'assemblée assoiffée de sang avait tracé. Tout le monde était là et Kazuko trônait, dans le sens littéral du terme, en haut du grand siège de bois que son champion de mari lui avait confectionné. Encouragés par la bande d'ivrognes bruyants et une reine déjà passablement éméchée, les 2 hommes commencèrent le combat. Vigoureux et déterminés, les coups pleuvaient et les visages se marquaient sans qu'aucun vainqueur ne ressorte vraiment. C'est Senda qui eut à son tour une idée pour pimenter le tout. Lassé par ses beignes à répétition qui ne menaient à rien, il attrapa 2 couteaux et les jeta dans l'arène. C'est le plus vif d'entre eux qui se jeta sur les armes en premier et se saisit des 2. En un instant, il se redressa et ficha les 2 lames dans la gorge du malheureux qui était resté planté là, stupéfait. Il s'écroula en poussant un râle sinistre qui se finit en gargouille. Il était mort pour le compte. Tous se mirent à crier de joie et à féliciter le vainqueur et Kazuko descendit de son trône pour l'embrasser, puis le conduire dans sa demeure. La nuit se passa à boire et à chanter tandis que la veuve noire consommait sa nouvelle proie sous les yeux de son mari, Goguenard.
Le seul à se préoccuper de cette situation était le vieil homme qui, à chaque nouveau mort, s'occupait du salut de son âme et lui dressait une stèle ou un mémorial près de la crique, là où il avait dressé un autel shinto pour, disait-il, essayer de garder un semblant de religion dans ce groupe humain à la dérive. Pas qu'il n'ait eu lui aussi quelques désirs pour la fougueuse Kazuko, non. Il savait qu'il était faible et que la belle ne manquerait pas de le tenter si elle avait besoin de lui pour quoi que ce soit. Alors il essayait d'être là quand elle recevait un nouveau prétendant, tentant de dissuader toute cette bouillonnante jeunesse de se trucider pour un instant de volupté. Noguchi, le joueur de shamisen, était d'ailleurs de plus en plus pressant et, fort du charme animal du joueur d'instruments, se mit à donner des leçons de musique à madame. Chaque jour, il venait enseigner le maniement de ce drôle de petit luth à 3 cordes et passait un long moment avec Kazuko, le plus souvent sous le chaperonnage de l'ancêtre qui veillait au grain. Mais la vertu de la belle étant aussi infranchissable que la ligne Maginot, Noguchi ne tarda pas lui aussi à pincer autre chose que des cordes. Senda, de son côté, commençait à se sentir un peu las de cette autorité nouvelle que lui conférait la possession d'une arme à feu et de la seule femme de l'île. Sans doute que l'une comme l'autre commençait à lui peser et qu'il aspirait plus à la fête qu'à la gestion toute relative de cette petite société. Dans un élan de délégation, il nomma 2 de ses meilleurs amis, jeunes et impétueux, mais aussi, en apparence, un peu moins poivreaux que les autres, responsables de la sécurité de leur communauté et leur donna les revolvers ainsi que toute autorité quant à la bonne marche des lieux. Pour faire court, il devait faire en sorte que personne ne tente d'alerter un éventuel bateau de passage, que Maeda ne franchisse pas la frontière et que la reine soit protégée des malfaisants. Les 2 jeunes gens, enfouraillés et pleins d'entrain, se sentirent alors pousser des ailes et de nouvelles ambitions. Cette nouvelle autorité n'échappa pas à Kazuko qui se mit à les remarquer, les ayant jusqu'alors rembarrés à cause de leur jeune âge. Dès lors, les patrouilles sur la côte, mais surtout en forêt, se virent agrémentées de la douce présence de la belle qui exultait de se voir courtisée par les 2 Godelureaux. Un peu lassée par les grandes fêtes et les banquets quasi quotidiens, elle se mit à presser ses 2 courtisans de lui organiser de petites rencontres à 3, en précisant bien qu'elle adorait les langoustes, le crabe et l'alcool de palme sans copra, celui que son homme se réservait. En effet, Senda, soucieux de protéger son image de mâle dominant, n'aimait pas l'alcool que brassaient ses gars avec de la chair de coco et les fruits du palmier car il le trouvait trop doux. Alors, il se faisait confectionner un breuvage spécial tiré du seul palmier et distillé grâce à un bricolage astucieux du vieil homme qui, visiblement, n'était pas moine dans sa vie d'avant. Ce breuvage à plus de 30 degrés lui était réservé et il en buvait volontiers jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, s'écroulant sur son lit ou, plus souvent encore, là où il était. Alors, profitant des ébriétés comateuses du chef, les 2 coquins volaient quasi quotidiennement 2 ou 3 bouteilles du dit breuvage, allaient prélever quelques langoustes et quelques crabes dans les casiers et aménager un petit coin tranquille pour y festoyer avec leur belle. Après quelques semaines, et bien incapable de choisir, elle se donna aux 2. Senda, certes confit dans l'agneau, avait remarqué que ces 2 lieutenants n'étaient plus très présents et patrouillaient de moins en moins, mais surtout, lors de ces moments de lucidité, que ces précieuses bouteilles disparaissaient anormalement. Alors, discrètement, il se décida à suivre les garçons et à tirer ces mystères au clair. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir le poteau rose et assister, caché derrière un buisson, aux agapes des 3 lurons qui se repaissaient de fruits de mer, buvaient son précieux nectar et jouaient à la bête à 3 dos. Que les foutriquets s'envoient sa femme passe encore, mais qu'ils boivent son ratafia, hors de question. Le lendemain, alors qu'il préparait une dramatique pour confondre les félons, il fut appelé par Maeda pour parler d'un problème stratégique urgent après l'observation de navires américains au large de l'île. Il informa sa douce qu'il partait pour la journée et resterait peut-être tard. Une telle aubaine ne pouvait se manquer, alors Kazuko convia ses 2 galants à venir chez elle, où il serait plus confortable pour profiter des plaisirs de ce monde. Ils burent et mangèrent une bonne partie de la journée, ne pensant plus au retour probable du mari. Senda, lui, se rendant compte que la menace américaine n'était pas à leur porte, rentra plus tôt que prévu, comme dans les meilleurs vaudevilles. Entendant du bruit, il se hissa et ouvrit un petit pan de mur en natte de coco pour observer la situation.
Mais l'un des garçons le vit et d'un bond sortit de la maison et poussa vigoureusement son chef en l'insultant et en le traitant de voyeur. L'alcool et l'amour font perdre tout sens de la hiérarchie. Senda essaya d'agripper le malotru, mais celui-ci, plus jeune, le repoussa et sortit le couteau qu'il portait à la ceinture. Il renversa son boss sur un hamac et lui enfonça la vieille lame dans l'abdomen jusqu'à la garde. Le mari poussa un dernier soupir, c'en était fini de lui. Kazuko avait assisté à la scène et souriait, et décidément sur cette île, le spectacle était permanent. Le meurtrier poussa le corps de Senda au sol et attrapa une bouteille neuve dans la grande malle où il les cachait, juste sous la maison. Il en descendit la moitié d'un trait et hurla à qui voulait l'entendre que Kazuko était à lui maintenant. Resté seul à l'intérieur avec son autre galant, plus réservé et moins exubérant, la belle ne goûtait guère ces manifestations bruyantes et cet homme qui s'attribuait sa seule propriété. Elle embrassa l'autre garçon et, lui demandant de régler le problème de son compagnon tapageur, attrapa le second revolver resté sur la table et le lui tendit. Lorsque l'assassin remonta, son camarade pointa les deux armes dans sa direction et lui expliqua clairement que non, la reine des abeilles avait choisi un autre bourdon et qu'il allait lui falloir trouver un autre toit. Dépité, il tourna le dos et prit la sortie en rouspétant, mais avant qu'il n'ait eu le temps de mettre un pied sur la première marche, il reçut 2 balles dans le dos et s'écroula, mort. Le vieil homme, entendant les coups de feu, arriva et vit les 2 corps allongés face contre terre. Pour ne pas ajouter du chaos au chaos, il dit aux gens qui arrivaient que les 2 hommes venaient de s'entretuer pour une histoire de bouteille et ainsi sauva le jeune meurtrier et Kazuko de possibles représailles d'hommes qui, quoi qu'il en soit, appréciaient beaucoup Senda, le marin bourru. Ils furent inhumés dans la crique, là où l'ancien avait installé le sanctuaire. Exceptionnellement, Maeda et ses hommes furent autorisés à venir assister aux obsèques et purent même rester un moment. Un 10e homme venait de mourir et il était peut-être temps d'enterrer la hache de guerre entre les 2 camps. Le sous-officier et ses gars purent réintégrer la petite communauté à condition de ne pas interférer dans la vie publique et, précision spéciale pour le soldat, de ne pas tenter de récupérer celle qui fut sa compagne. L'an 1948 se termina et l'essaim de Hanatahan entra dans sa 5e année de survie. Le 29 avril 1949, toute la population de l'île s'était rassemblée pour célébrer le 48e anniversaire de l'empereur Showa et adresser une prière aux dieux pour la victoire du Japon, qui ne devait plus être très loin, et une longue vie au souverain bien-aimé qui menait le Japon éternel vers des horizons de gloire. C'est Maeda, peu à peu sorti de sa situation de bannissement par un comportement beaucoup moins martial qu'auparavant, qui présidait la cérémonie et chanta l'hymne national, faisant reprendre sa petite troupe en chœur. Le temps était long sans nouvelles de la mère patrie, mais tous croyaient en un écrasement imminent de l'ennemi américain par les troupes vaillantes menées par le redoutable Tojo Hideki, que Maeda vénérait plus que tout. Il n'est un secret pour personne que suite aux défaites répétées dans le Pacifique Sud, notamment à Saipan, Tojo avait été débarqué par l'empereur lui-même en 1944 avant d'être pendu par le tribunal de guerre de MacArthur en 1948 pour crime de guerre. Nous reviendrons peut-être un jour sur cet épisode de l'histoire du Japon, mais pour l'heure, contentons-nous de rappeler que nos protagonistes n'avaient aucune idée de ce qui se passait au-delà de leur ligne d'horizon. Les naufragés de Hanatahan ne furent d'ailleurs pas les seuls à attendre cette victoire inéluctable de leur pays et à défendre à tout prix le petit poste avancé que leur hiérarchie leur avait confié. La guerre terminée, on en compta des centaines répartis sur des îlots reculés sur un océan aussi vaste que put l'être l'Empire du Japon. Tout le monde connaît l'histoire du lieutenant Onoda Hiro, retrouvé en 1974 sur l'île de Lubang aux Philippines et qui refusait de se rendre tant que son supérieur direct ne lui en donne l'ordre. Un film très dispensable a d'ailleurs été réalisé sur sa vie en forêt en 2021 et qui finit par rentrer chez lui après presque 30 ans de solitude, fusil à la main et drapeau au mât. Mais son cas fut loin d'être unique et l'on peut citer également le première classe Akatsuyuchi qui continua le combat jusqu'en 1950, sur l'île de Lubang également, tendant des embuscades aux Américains isolés qui passaient par là et leur échappant sans cesse. Le première classe Kozuka Shinichi, qui fut tué par la police philippine en 1972 alors qu'il attaquait ces derniers, venus dans la jungle où il se cachait pour rechercher une enfant disparue.
On peut également citer des dizaines de bataillons et groupes de soldats abandonnés sur des îlots perdus et qui ne furent informés de la fin de la guerre que des années, voire des décennies plus tard. En dernier exemple, je citerai les 9 survivants d'un bataillon envoyé sur la petite île de Morotai en Indonésie avec une pièce d'artillerie et qui se battra jusqu'à sa reddition en 1956, descendant tous les avions qui ne battaient pas pavillon de guerre japonais, c'est-à-dire l'ensemble d'entre eux. Comme pour beaucoup de ceux que l'on a appelés les Anryo Nipponhei, ces soldats oubliés, les traînards, il a souvent fallu que ce soit une délégation japonaise faite d'anciens officiers de l'armée impériale qui viennent demander la reddition des derniers résistants. Et dans la plupart des cas, le choc d'apprendre la défaite du Japon fut plus grand que les années de survie passées dans la jungle. Mais revenons à notre petite communauté humaine de Hanatahan. La reine des abeilles avait choisi son nouveau roi qui était bien loin de l'idée que Senda s'en faisait. Brutal et alcoolique, il se pavanait maintenant avec ses 2 revolvers aux côtés en guise d'avertissement et ne manquait pas d'embrasser goulûment sa douce compagne devant tout le monde pour bien affirmer sa position. Cette année 1949, encore plus que celle d'avant, fut celle des fêtes ininterrompues et des excès en tout genre. Kazuko se promenait le plus clair de son temps en sous-vêtements ou robe très courte faite de filasse de coco et provoquait bien volontiers les hommes de la communauté pendant les soirées très arrosées, provoquant l'ire de son compagnon. Les bagarres étaient fréquentes et la souveraine en tirait une grande satisfaction. Lorsque son homme entrait dans des colères homériques suite à des avances un peu insistantes d'autres hommes, elle conseillait une bonne bagarre dans l'arène pour régler tout cela. La vue des 2 calibres 38 écourtait alors souvent les conflits. Le bourdon calibré était saoul du matin au soir et du soir au matin et sa tendre épouse en prenait elle aussi le chemin. Les derniers travailleurs de l'île se concentraient sur la production agricole, il fallait bien nourrir et abreuver toute cette petite troupe, et particulièrement sur la culture de la patate douce. L'un des naufragés, paysan à Kyushu avant la guerre, avait réussi à trouver des pieds de ce tubercule plantés à leur arrivée par les Higa et à en produire régulièrement de belles quantités. Cela nourrissait bien sûr la population, mais permettait aussi de distiller un shochu à 40 degrés qui faisait le régal de tous, mais chauffait aussi très vite les cœurs et les esprits. Maeda, lors des beuveries quotidiennes, voyait son ancienne compagne se déhancher sur les tables au rythme de la musique et repensait à l'époque où il passait des nuits torrides avec elle, se demandant si ce temps-là ne pourrait pas revenir. Mais lorsqu'il voyait les yeux lubriques du sous-officier se poser sur sa femme, le compagnon pointait ses armes sur lui et lui faisait bien comprendre que sa vie ne tenait qu'à un fil. Un homme, Ueta Shinzo, était lui aussi fou amoureux de la belle. À l'époque de Senda, il avait pu, contre quelques richesses locales et des œillades bien dosées, connaître l'extase avec la belle le temps de quelques nuits sans lune, mais le nouveau chef était loin d'être aussi arrangeant et beaucoup plus vindicatif. Ueta était un ancien ami de Higa, le défunt mari de Kazuko, et non pas Higa lui-même, comme raconté dans le roman et le film de 1953. C'est un soir de septembre 1949 que tout bascula à nouveau. Ce soir-là, une fête avait lieu, il n'y avait rien de particulier à célébrer, mais l'alcool et la musique trompaient l'ennui, et tous aimaient se repaître des danses suggestives de la reine après quelques bouteilles de gnôle. Et à cette fête, l'alcool coulait à flot. La viande saoule se traînait comme elle pouvait et Kazuko dansait en sous-vêtements et une bouteille à la main pour le plus grand plaisir de tous, sauf de son cher ange. Maeda la fixait avec des yeux de merlan frit et Ueta se collait à elle, prenant part à la danse et lui faisant comprendre son désir de façon explicite. Amusé et sans doute intéressé par l'offre, Kazuko se collait à lui et entretenait cette flamme physiquement palpable. La chair est faible. N'y tenant plus, le grand chef se leva d'un bond et attrapa sa moitié par le bras, la faisant tomber de la table. Il lui donna une sonnante paire de gifles et la traîna jusqu'à leur cabane, menaçant les autres de son arme. Arrivé dans la demeure, il la frappa à nouveau et la jeta par terre, l'insultant et la traitant de tous les noms. Ueta, révolté par cette attitude et toujours plus amoureux, avait gagné de la confiance au fur et à mesure que son alcoolémie augmentait.
Il attrapa un grand couteau sur la table et se dirigea vers le palais royal. À l'intérieur, l'homme avait arrêté de hurler et expliquait maintenant comment il allait se faire respecter de tous en faisant régner la terreur. Il comptait abattre quiconque se mettrait sur son passage et lui promettait une vie de reine. Il délirait sur le projet de créer une société dirigée par lui qui pourrait s'autoproclamer roi de Anataran et elle, sa reine qui régnerait sans partage. Weta approchait de la cahute et entendit ce discours délirant en jetant un coup d'œil à travers le petit regard de natte de coco. Il vit que l'homme était assis contre le mur du fond, fait du même matériau léger et souple. Il se glissa derrière la cabane et voyant le dos de son ennemi former une courbure de l'autre côté du mur, il planta son couteau à plusieurs reprises en hurlant. Un flot de sang imprégna les nattes de fibres et l'homme s'effondra. Weta monta d'un bond dans la maison et se saisit des 2 revolvers qui trônaient sur la table. Il traîna le corps du tyran et le jeta à bas des pilotis. Kazuko descendit et traversa la fête qui s'était arrêtée brutalement. Elle regarda tout le monde d'un air dépité et coupable. Weta, une arme à la main et l'autre dans sa ceinture, la prit par le bras, la tira à lui et l'embrassa devant tous pour bien poser la nouvelle réalité à venir. Puis il l'entraîna vers la jungle, là où il avait construit sa hutte. Le lendemain, le vieil homme et Maeda énumèrent le 11e mort dans ce cimetière qui s'agrandissait bien trop vite. Une fois encore, les cartes étaient rebattues sur la petite île de Anataran. L'année 1949 se termina un peu comme elle avait commencé, quelques âmes en moins, mais beaucoup plus d'alcool pour faire oublier le jeu de massacre. Grâce à sa nouvelle force de dissuasion et ses 2 nouveaux amis, Smith et Wesson, comme dirait le moins correct des inspecteurs, Weta avait redoré son image et ses bijoux de famille et envisageait maintenant de façon beaucoup plus confiante la migration vers la maison de Kazuko. La belle n'y vit aucun inconvénient, elle ne goûtait que peu l'austérité de la cabane forestière de son nouveau compagnon, alors tout naturellement, le tout nouveau couple princier s'installa dans le palais de bois. D'un naturel jaloux et quelque peu moralisateur, le nouveau maître des lieux commença à écarter les prétendants et à refroidir leur ardeur en faisant scintiller l'acier bronzé de ses 2 canons sous leur nez. Même s'il n'interdisait pas les fêtes, lui et la reine des abeilles s'y rondaient de moins en moins, préférant boire et consommer leur idylle à la maison, à l'écart des regards concupiscents. La journée, Weta patrouillait seul, ses revolvers à la main, et s'assurait que tous accomplissaient leur tâche quotidienne, gardant un œil sur ceux qui louchaient sur sa moitié depuis un moment. Il n'était pas du genre de Senda à partager sa douce avec ses camarades d'infortune, il était même le contraire absolu de l'amant progressiste et comptait bien éliminer la concurrence potentielle à coups de plomb en intradermique. Kazuko, elle, ne goûtait que peu cette nouvelle relation exclusive et s'embêtait un peu seule dans sa maison. Certes, le vieil homme, en qui Weta avait toute confiance, venait lui rendre visite et tous 2 parlaient des heures de tout et de rien, mais elle n'osait pas lui ouvrir son cœur et lui parler de la situation de peur que ce dernier ne soit aux ordres de son compagnon. Jour après jour, elle accentua son travail de séduction auprès de l'ancêtre, qu'elle savait ne pas être insensible à ses charmes, pour tenter de connaître l'emploi du temps de Weta lorsqu'il n'était pas à la maison. Après tout, s'il était assez loin, elle pourrait bien tenter de petites promenades de proximité pendant ses absences. Quelques tenues légères et effleurements épidermiques eurent raison du vieux vertueux qui lui avoua voir son homme faire le tour de l'île chaque jour, visitant le poste de garde de Maeda et tous les insulaires résidents comme une espèce d'inspecteur impérial. Weta, comme les autres, croyait dur comme fer que la guerre faisait toujours rage et espérait que la victoire prochaine du Japon lui permettrait de rentrer au bercail avec Kazuko, d'officialiser leur union, et comme le meilleur des contes de fées, de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Mais malheureusement pour lui, rien de tout cela n'arriva. Le Japon avait capitulé comme les ovocytes de Kazuko et l'avenir, pour lui aussi, commençait à se couvrir de nuages noirs. Dans son désir de réguler un peu la micro-société de Anataran, il avait réaffecté certains hommes en charge de distiller et de brasser à la production de nourriture et à la surveillance des côtes de l'île.
Même si les réserves étaient conséquentes, certains hommes y virent une nouvelle tentative pour pourrir l'ambiance festive locale et des esprits chafouins commencèrent à voir en Ueda le nouvel homme à abattre. Parmi ces rebelles en herbe, il y avait un certain Hinode Daisuke, première classe dans la marine impériale et aussi amoureux de Kazuko que des alcools locaux. Il se vantait assez régulièrement d'avoir fait des semaines au trou pour insubordination lorsqu'il faisait ses classes, et ne montrait pour le drapeau et l'empereur que le minimum de respect nécessaire à son maintien au sein de la communauté. Soudard, butor et imprégné du matin au soir et du soir au matin, il avait bien tenté de séduire la belle, mais son succès, lorsqu'il avait voulu abuser d'elle à l'époque de Senda, était rentré la queue entre les jambes et les prunes bleues suite à un tir cadré du plat du pied de la part de la belle offensée. Hinode était apprécié de la branche la plus imprégnée, mais ne faisait vraiment pas l'unanimité quant à ses plans pour la communauté, qui se résumaient souvent en quelques mots, dont plus d'alcool et moins de chefs. Cependant, ces années dans la marine impériale lui avaient donné un certain sens de la hiérarchie, et même si le cadre militaire classique avait éclaté en morceaux depuis la destitution de Maeda, l'autorité conférée par les 2 revolvers aux côtés de Ueda lui en imposait. Abruti, mais pas complètement idiot, il avait observé Kazuko du coin de l'œil et laissé traîner ses vilaines oreilles au hasard des conversations. Il en ressortait régulièrement une grande lassitude de la belle qui supportait de moins en moins l'enfermement dans lequel la contraignait son amant du moment. Tentant une habile manœuvre, Hinode l'avait approchée pour la persuader de comploter avec lui, mais leur passif lui avait valu un vent historique et il savait maintenant qu'il allait lui falloir agir seul. Depuis des mois, le mataf ruminait contre Kazuko qui lui avait résisté et ne supportait plus les regards dégoûtés qu'elle lui lançait régulièrement. La relative anarchie qui régnait du temps de Senda lui avait permis de tenter sa chance et même d'essayer de la forcer, mais le verrou d'acier que mettait Ueda autour de sa moitié réduisait considérablement le champ des possibles. Il en était de même pour le nouveau chef de village, il n'avait jamais pu encadrer celui qu'il considérait comme un pisse-vinaigre et un empêcheur de violer en rond. Alors oui, jour après jour, tapis dans l'ombre, comme un charognard guettant la bête malade, il attendait son heure et peaufinait sa vengeance. C'est au printemps 1950, alors que la routine nouvelle battait son plein, que le comploteur passa à l'action. Il s'était débrouillé pour être transféré chez les pêcheurs et partait maintenant chaque matin avec un petit groupe, dans la crique, filet et harpon en main. Son passé dans la marine marchande lui avait permis de bricoler une expérience de harponneur et le soir venu, il volait la pêche d'un autre en douce pour justifier sa pitance du soir et son utilité pour la communauté. Un beau matin, alors qu'il se rendait à son travail, il se détourna un peu de son chemin habituel et rejoint celui qu'il savait emprunter chaque jour par Ueda. Ce dernier, de plus en plus persuadé qu'un complot se tramait contre lui, passait des heures, l'arme au poing, à chercher son Brutus. Caché par les hautes herbes et les plantes luxuriantes de la jungle, Hinode le suivit, harpon au poing et le pas léger. Après presque 1 heure de traque silencieuse, il profita d'une pause miction durant laquelle l'homme était obligé de poser son artillerie pour lui sauter dessus et lui planter son trident dans le dos. Ueda s'écroula en hurlant de douleur face contre terre et lui mettant le pied sur l'échine, l'assaillant arracha les pointes de fer du dos de sa victime et les lui planta une nouvelle fois au niveau des reins. Il renouvela l'opération une dizaine de fois jusqu'à ce que l'homme ne bouge plus. Puis il prit les ceinturons garnis de cartouches et les 2 revolvers, dissimula le corps sous des feuilles et des branches et reprit le chemin du palais royal. Le marin entra triomphalement dans la maison de celle qu'il convoitait depuis si longtemps et lui fit comprendre, en arborant les 2 revolvers, qu'il était le nouveau maître des lieux et, plus largement, celui qui allait imposer sa loi à tous. Terrifié de voir arriver celui qu'elle détestait le plus dans cette micro-société, Kazuko n'eut d'autre choix que d'obtempérer et lui servit à boire d'un air résigné. Hinode sortit et, du haut du balcon de bois, tira un coup de feu en l'air pour alerter tout le monde. En un bref discours, il expliqua que les temps allaient changer et que tous auraient désormais les mêmes droits à la fête et au sexe grâce à un ingénieux système qu'il n'allait pas tarder à leur révéler. Les quelques jours qui suivirent, il resta enfermé avec Kazuko et la viola à plusieurs reprises, la forçant à boire plus que de raison. Le nouveau détenteur du pouvoir brutal organisa une soirée durant laquelle il exposa son plan pour les années à venir, car lui aussi, comme tous ses camarades, pensait que la guerre serait longue et qu'il allait bien falloir s'organiser pour le meilleur.
Chaque jour, 4 hommes se devraient de rester sobres et de monter la garde à la vigie pour prévenir toute possible attaque américaine. Maeda et les 5 vrais militaires restants devraient s'occuper de l'entretien de la mitrailleuse et des quelques malheureuses cartouches restantes contre des avantages en nourriture. La production d'alcool serait relancée et la chasse plus intensive pour fournir plus de viande aux habitants de l'île et enfin, chaque soir, un tirage au sort serait effectué pour savoir qui passerait la nuit avec Kazuko. Hinode avait coupé 20 petites cordelettes dont une seulement avait un nœud au bout, chacun en tirait une et c'est celui qui avait la corde nouée qui partageait la couche de la reine déchue. Bien sûr, elle avait essayé de s'opposer à cette infamie, mais le brutal marin l'avait corrigée d'importance à chaque refus. Il faut bien dire que personne ne se pressait vraiment pour lui venir en aide, la plupart des hommes ayant un certain contentieux envers elle. Alors l'été puis l'automne 1950 se passèrent dans cette atmosphère étrange et brutale, et celle qui autrefois tenait son petit monde dans le creux de sa main payait aujourd'hui le prix fort. L'alcool et une certaine attirance pour quelques jeunes gens de l'île firent que la jeune femme put tenir le coup et même accepter son sort, mais une chose la terrifiait, que le sergent Maeda tire la cordelette à nœud. Pour rien au monde, elle ne voulait à nouveau partager ses nuits avec cet individu et leurs différents passés lui faisaient craindre de graves représailles, une fois dans l'intimité de l'alcôve, comme ça avait pu être le cas avec certains anciens amants et conduits. Le hasard fit que ce fut justement lui qui tira la cordelette en dernier. Mais aussi résignée que pouvait l'être la reine déchue, il était hors de question qu'elle se laisse toucher par Maeda qui lui avait un air ravi, presque pervers, que peu lui avaient vu jusqu'ici. N'y tenant plus, Kazuko mit un coup de pied dans le tibia de Hinode qui la tenait par la main et elle courut aussi vite qu'elle le pouvait vers la jungle pour s'y cacher. Le marin tira un coup de feu en sa direction mais manqua sa cible, puis tous se dispersèrent pour essayer de la retrouver. En fin de soirée, alors que les hommes de Hanatahan cherchaient la belle fugitive, un bruit de moteur se fit entendre et Maeda, sous-officier à l'oreille affûtée, reconnut celui d'un bombardier américain. Hurlant à tous de se mettre à couvert, il sauta avec ses camarades dans une crevasse couverte de feuilles et attendit, comme tous, que le bruit terrible des bombes ne commence. Malheureusement, la mitrailleuse était beaucoup trop loin et courir à découvert pourrait être fatal si le mitrailleur de l'avion les repérait. Mais après quelques secondes, l'avion passa, survola l'île et repartit sans aucune explosion. Kazuko, cachée elle aussi après avoir entendu le bruit du moteur, scrutait le ciel, redoutant le fracas et la brûlure des bombes incendiaires que les Américains avaient l'habitude de larguer sur les populations civiles. Mais en guise de bombes, ce furent des papiers qui tombèrent du ciel, des centaines de petits rectangles de papier blanc qui tombaient comme des pétales de fleurs. De leur côté, les hommes sortaient de leur couvert et découvraient eux aussi cette pluie étrange et intrigante. C'étaient des tracts rédigés par les autorités japonaises et signés par d'anciens officiers de l'armée impériale qui signifiaient la fin de la guerre et demandaient aux forces armées encore en poste sur les îles de se rendre. Le texte précisait que des croiseurs sillonnaient l'océan à la recherche des survivants et qu'il suffisait de se signaler par un drapeau blanc ou un feu sur la plage pour être pris en charge. La réaction au largage de ces tracts fut très différente. Kazuko, à bout de force, voulait quitter cet enfer, peu importe le prix à payer. Si la nouvelle de la fin de la guerre était une manœuvre de propagande de la part des Américains, après tout, tant pis. Que risquait-elle à se rendre ? Est-ce que les Yankees lui réserveraient un sort moins enviable que les hommes de Hanatahan ? Alors en une fraction de seconde, elle déchira un morceau de son costume de naufragé et sortit de sa cachette. Et s'avançant vers l'orée de la jungle, agita son petit bout d'étoffe blanche en direction du grand large. De leur côté, les hommes, Maeda en tête, ne crurent pas un instant ce qui était imprimé sur les prospectus et y virent même une nouvelle preuve de la réalité de la guerre. Pendant que tous dissertaient sur le sujet, un petit avion de reconnaissance fit plusieurs passages au-dessus de l'île, puis disparut. La troupe froissa les papiers et se remit à la recherche de la fugitive. Hinode, hors de lui, avait prévu d'administrer une belle correction à Kazuko et Maeda entendait bien profiter de sa cordelette chanceuse pour passer la nuit avec elle, quitte à faire preuve lui aussi de brutalité. Comme toujours, il y avait un homme qui s'élevait contre ces pratiques sans vraiment se rebeller. C'était le vieux sage qui, s'il n'en pensait pas moins, essayait de distiller un peu de modération dans le cœur de ses compagnons d'infortune sans les heurter.
Il savait que s'il se dressait contre eux, la mort serait certainement au rendez-vous. Alors, ce jour-là, comme il avait pu le faire à maintes reprises, il essaya de calmer le jeu. Mais Hinode était hors de lui et bouscula l'ancêtre, promettant qu'il retrouverait Kazuko et lui ferait passer l'envie de recommencer. Le vieil homme lui demanda de venir avec lui quelques instants pour discuter dans la maison, lui promettant une révélation sur l'endroit où pouvait bien se trouver la belle. Ils montèrent ensemble dans la paillote pendant que le reste de la troupe se dispersait dans la jungle à sa recherche. Le vieil homme demanda quelque chose à boire à Hinode et, profitant qu'il soit de dos et les mains occupées, arracha un des revolvers de sa ceinture et lui tira 2 balles dans le dos, à bout touchant. Rapidement, il attrapa les 2 armes, les ceintures et la boîte restante de cartouches et courut vers la crique. Là, se hissant sur un rocher, il jeta le tout à la mer et le plus loin possible et se mit en quête de Kazuko avant que quelqu'un ne la retrouve. Partout dans la forêt, les hommes hurlaient son nom, croyant sans doute qu'elle se précipiterait vers eux pour battre sa coulpe. Le vieil homme, lui, avançait à pas feutrés et connaissait bien les habitudes de son amie. Il savait où elle se cachait quand elle en avait assez des autres et il ne tarda pas à l'apercevoir dans l'une de ses cachettes favorites, une petite grotte dissimulée derrière des branchages et connue d'elle seule. Il la rassura et lui avoua ce qu'il venait de faire, lui assurant qu'elle ne risquait rien en sa compagnie. De son côté, elle lui dit avoir essayé de contacter les Américains en agitant son tissu blanc lors des passages des avions de reconnaissance et attendre maintenant qu'ils se manifestent. Il était tard, les 2 complices camouflèrent l'entrée de la grotte et y passèrent la nuit. Reconnaissante, Kazuko se donna de son plein gré au dernier homme qu'elle respectait encore sur cette île, espérant la quitter au plus vite. Le lendemain matin, alors que les hommes cuvaient leur alcool de la veille au soir, dépités d'avoir fait chou blanc, la jeune femme et son vieux complice, ce qui n'est pas contradictoire, aperçurent la silhouette d'un bateau arrimé au large de l'île et qui semblait faire des signaux lumineux. En un éclair, la belle enlaça son vieil ami, se précipita vers la plage et, ôtant ses vêtements, plongea dans l'océan, nageant le plus vite qu'elle le pouvait vers le mystérieux croiseur. Le début de l'année 1951 fut très masculin et plutôt tranquille. Hinode avait été inhumé avec les autres et tous croyaient que c'était Kazuko qui l'avait descendu avant de disparaître. De son côté, le vieil homme, que tout le monde appelait Oji-san, papy, car il faut bien admettre qu'il n'avait jamais donné son nom, gardait le secret de sa protégée et affirmait ne rien savoir sur sa disparition soudaine. Alors chaque jour, Maeda et ses hommes montaient la garde et scrutaient l'horizon, le reste des insulaires vaquait à ses occupations, et le temps passait. Le souvenir de la reine des abeilles s'effaçait petit à petit, mais tous regrettaient ce qui s'était passé avec Hinode, que peu avaient pleuré après sa mort. Le 15 juin 1951, alors que Maeda observait le large, il vit un croiseur battant double pavillon japonais et américain passer au large, puis, se rapprochant un peu, mouiller aux portes de la crique. Il battit le rappel et la mobilisation générale, croyant à une confrontation inexorable avec l'ennemi. La mitrailleuse fut mise en position et tous se saisirent d'armes de fortune, harpons, couteaux et même épieux. Ils attendirent toute la journée, mais rien ne se passa, pas plus que la journée suivante ni celle d'après. C'est le vieil homme qui, au matin du 4e jour, fit une découverte des plus étranges. En haut de la petite falaise qui surplombait la plage, un drapeau avait été planté, pas de ceux qu'ils avaient l'habitude de voir depuis le début de la guerre, non, de ceux du temps de la paix, neufs et immaculés. Accroché au mât qui avait servi à le planter, une sacoche de cuir pendait, rendant l'ensemble encore plus mystérieux. C'est l'ancêtre qui ouvrit la besace après avoir rameuté toute la troupe. À l'intérieur, un paquet de lettres, toutes adressées aux hommes de Hanatahan. Il fit la distribution et vit qu'il y en avait même une pour lui. Il n'y avait plus de doute, quelque chose de pas ordinaire se passait au-delà des mers. Ils lurent leur pli et y découvrirent des messages de leur famille dont ils purent authentifier l'écriture sans ambiguïté, des photos et des coupures de presse. Tous leur racontaient comment la guerre s'était terminée et quel magnifique rebond connaissait le pays depuis l'avènement de la paix. Les familles leur demandaient de se rendre et disaient qu'aucun mal ne leur serait fait, une amnistie ayant été prononcée pour tous les combattants de l'Empire restés dans des postes avancés. La petite communauté devait bien se rendre à l'évidence, tout était fini et il était vain d'attendre ici en haillons, loin de tout. Mais une question persistait dans la tête de la majorité d'entre eux, qui avaient bien pu signaler leur présence ici et contacter leur famille. Oji-san lui en avait une petite idée.
Ils prirent la journée pour se décider et convoquèrent l'une de ces assemblées extraordinaires que Maeda adorait. Tous pesèrent le pour et le contre et durent bien se rendre à une conclusion évidente. Si l'impunité leur était offerte pour leur résistance tardive à un ennemi devenu un ami, envahissant certes, il n'en serait sûrement pas de même pour les petits écarts de comportement qu'ils avaient pu avoir ces dernières années, et si les autorités étaient à jour sur leur état civil, des comptes leur seraient sûrement demandés quant aux 13 hommes manquants. Il fut décidé d'une histoire que tous raconteraient aux autorités, quelle qu'elle soit, et dans laquelle la notion de meurtre ou de viol était totalement occultée au profit d'un récit de résistance acharnée et de misère humaine. Leur joli roman en tête, la troupe se rendit au poste de vigie, un drapeau blanc à la main, et fit signe au bateau toujours ancré là. C'était le 27 juin 1951. Les survivants furent pris en charge par un équipage civil japonais et quelques Américains en mission d'observation et de recensement. On leur fournit un pactage civil, quelques soins à ceux qui en avaient besoin, et tous passèrent devant un officier pour raconter leur histoire et recevoir leur ordre de démobilisation. Ce furent tous de bons élèves qui récitèrent leurs leçons et pleuraient les disparitions de leurs camarades tombés sous les attaques de la famine et des maladies tropicales. Ils stationnèrent un moment sur une base américaine avant de reprendre le chemin du Bercail, où les attendait une horde de journalistes et bien entendu leurs familles, si fières et heureuses de voir revenir leur héros. Oji-san, de son vrai nom Kudasaburo, serrait sa lettre dans ses mains et la relisait aussi souvent qu'il le pouvait. Il était le seul à ne l'avoir pas lue à haute voix et pour cause, celle qui lui écrivait ces pages pleines d'espoir n'était autre que Kazuko. Lorsqu'elle avait commencé à nager en direction du bateau, une chaloupe était venue la chercher et l'avait ramenée à bord. Rhabillée et nourrie, elle livra elle aussi sa propre version de l'histoire des naufragés de Hanatahan et prétendit qu'elle était la seule survivante correspondant ainsi avec l'ordre de mission civile de Nanyokohatsu qu'ils trouvèrent après recherche. Elle put regagner Okinawa où elle retrouva sa chère tante, toujours tenancière de maison close et qui faisait fortune avec la nouvelle clientèle américaine. Elle changea d'identité et se présenta à l'état-major américain pour signaler les survivants de Hanatahan dont elle aurait eu vent par le biais d'un client qui souhaitait rester anonyme. Elle donna les noms qu'elle connaissait aux militaires qui contactèrent les familles pour leur demander d'écrire à leurs résistants de mari, de père ou de fils. Elle glissa la lettre pour Kodaoji-san dans le lot et se fondit à nouveau dans la masse. Cette histoire fut vite relayée par tous les journaux du pays et fit grand bruit. Le récit de ces naufragés de guerre dans le quotidien Asahi du 22 juillet 1951 ouvrit une brèche dans l'imaginaire populaire car c'était bien le premier qui impliquait une femme au milieu d'un groupe d'hommes et, même si la femme en question avait disparu des radars, le talent de plume de certains journalistes lui donnèrent vite corps et vie. Ce fut notamment le cas dans un Castori Magazine à grand tirage, de ces publications à sensation très portées sur les histoires d'alcôve, et qui sortit en feuilleton les aventures érotiques des survivants de Hanatahan, inventant une histoire de ménage à vin, soi-disant inspirée par le témoignage d'un rescapé. Mais même après la parution de ce récit crapoteux, la principale intéressée resta muette, personne ne sait même si elle l'a lu. L'année suivante, surfant sur la vague exotique de Hanatahan, Maruyama Michio, un ancien marin militaire qui fit partie de la petite communauté de l'île, sortit un livre de mémoire coécrit avec l'un des journalistes du quotidien Asahi qui avait sorti l'histoire le premier. Dans ce récit, il y parlait de disputes qui avaient éclaté entre certains hommes au sujet de Kazuko, mais il imputait toute la responsabilité à la malheureuse décrite comme une femme dragon possessive et dépravée. Dans la foulée, un spectacle érotique donna sa première au Kabukicho de Tokyo et rencontra un vif succès qui donna des ailes aux producteurs de tout poil, encore autorisés, sortant quelques films pornographiques ayant pour cadre une île des Mariannes, une jeune femme de mauvaise vie et quelques marins aigrillards. Le second livre du première classe Maruyama, sobrement titré « Les confessions d'Hanatahan », enfonça le clou et chargea définitivement Kazuko de tous les maux de la terre et des maléfices de ses années d'exil. Quelques journalistes plus professionnels comme Watanabe Tsuneo du Yomiuri Shimbun ont enquêté sur cette affaire et tenté de démêler le vrai du faux. Dans son cas, il est même allé sur place et a retrouvé le petit sanctuaire et les monuments funéraires ainsi que les ruines de la maison, mais rien qui ne puisse lui raconter ce qui s'était véritablement passé.
Le Mainichi Shimbun, à la même période, a publié lui aussi une enquête complète sur l'affaire avec l'interview d'un anonyme qui faisait partie de la communauté de l'île et redorait un peu l'image de Kazuko, sans jamais la nommer. Ce que l'on a appelé le boom Anatahan a duré jusqu'à la fin de l'année 1953, date à laquelle le cinéaste Joseph von Sternberg a sorti son film Fièvre sur Anatahan, librement inspiré de tous les récits qui circulaient à l'époque et tentant d'en faire la synthèse. Parallèlement à cette sortie, Morino Jiro, obscur réalisateur de documentaires sensationnalistes et de films érotiques, sortait un moyen-métrage intitulé « La vérité sur Anatahan », dans lequel une femme qui prétendait être Kazuko témoignait le visage dans l'ombre et livra encore une autre version des faits très sombre et fort peu crédible. Puis le Japon passa à autre chose et les secrets de la petite île jaunirent avec le papier des magazines avant de tomber dans l'oubli. En 1986, une femme qui signa simplement K envoya un texte au journal Yomiuri prétendant être la Kazuko de l'histoire et racontant sa vérité à elle. Âgée et malade, elle disait vouloir soulager sa conscience et rappeler aux possibles survivants que la leur n'était peut-être pas si tranquille que cela. Le récit que je vous ai fait de cette fascinante aventure est une synthèse de ces témoignages et j'espère sincèrement qu'il vous aura intéressé. Si d'aventure vous passez par Saipan ou Anatahan, n'oubliez pas d'aller boire un verre d'alcool de copra sur la plage à la mémoire des victimes de la reine des abeilles, si tant est qu'elle ait jamais existé.した